11 millions, c'est le nombre d'informations que votre cerveau reçoit chaque seconde de vos yeux, de votre peau, de vos oreilles. 11 millions de données à trier, à interpréter, à reconstruire. Et vous n'en percevez consciemment qu'une quarantaine. Ce que vous croyez voir n'est pas la réalité, c'est une fiction fabriquée seconde après seconde par un organe de 1,3 kg qui fait ce qu'il veut et vous laisse croire que vous êtes aux commandes. Un homme se réveille en pleine nuit, il ne peut plus bouger, pas même un doigt, et dans l'angle de sa chambre, il a la sensation que quelque chose le regarde. Une femme regarde sa main, déboutonner sa veste, alors qu'elle ne lui a rien demandé. Une autre se lève chaque matin, elle mange, elle parle, elle respire, mais elle est convaincue depuis des semaines d'une seule chose, qu'elle est morte. 7 phénomènes réels, 7 moments où votre cerveau a décidé seul de réécrire les règles. Du plus familier au plus vertigineux. Numéro 7, l'effet Mandela. Fermez les yeux une seconde. Essayez de vous souvenir. Monsieur Monopoly. Vous le voyez dans votre tête? L'eau de forme, la canne, le monocle. Il n'a pas de monocle. Il n'en a jamais eu. L'effet Mandela tire son nom d'un souvenir collectif inexistant. Des milliers de personnes, des millions même, se souviennent de la mort de Nelson Mandela en prison dans les années 80. Elles se souviennent des journaux télévisés, des discours funèbres, de sa veuve en larmes à l'écran. Certains en parlent avec une précision incroyable. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Nelson Mandela est sorti de prison en 1990. Il est devenu président de l'Afrique du Sud, il a reçu le prix Nobel de la paix, il est mort le 5 décembre 2013. Mais le souvenir de sa mort en prison, lui, est bien réel. C'est ça le plus dérangeant. Ce n'est pas un mensonge, c'est un souvenir construit de toutes pièces, mais qui semble parfaitement réel. L'exemple de Mandela n'est pas isolé. Luc, je suis ton père. Vous entendez cette réplique dans votre tête? Elle n'existe pas. La vraie réplique de Dark Vador, c'est « Non, je suis ton père ». Vérifiez, c'est là depuis 1980. Ces erreurs ne sont pas anodines, elles révèlent quelque chose de fondamental sur la façon dont on fonctionne. Votre cerveau ne stocke pas les souvenirs comme un disque dur. Il les reconstruit à chaque fois que vous y accédez. Et à chaque reconstruction, il comble les trous. Il invente les détails manquants. Votre cerveau est influencé par ce que les autres racontent et par la cohérence de l'histoire dans votre tête. La psychologue Elisabeth Loftus a mené une expérience dans les années 90. Elle contactait d'abord les familles des participants pour confirmer que leur enfant ne s'était jamais perdu dans un centre commercial. Puis elle appelait les participants et leur mentait. Elle leur disait que leur famille venait de lui confirmer qu'enfant il s'était perdu dans une galerie marchande. Ensuite elle leur demandait d'essayer de s'en souvenir. Quelques séances plus tard, une partie des participants se souvenait de l'événement en détail. L'odeur du magasin, la panique, le visage de l'inconnu qui les avait aidés. Des souvenirs précis, chargés émotionnellement pour quelque chose qui ne s'était jamais produit. Vos souvenirs ne sont pas des enregistrements inaltérables. Ce sont des fictions réécrites en permanence. Et la prochaine fois que vous serez absolument certain d'un souvenir, rappelez-vous du monocle. Numéro 6, la paralysie du sommeil. Il est 3h du matin, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux et progressivement, vous découvrez votre chambre dans l'obscurité. Et puis vous réalisez que vous ne pouvez plus bouger. Pas un doigt, pas une paupière. Vous êtes conscient, parfaitement conscient, mais votre corps ne répond plus. Et dans l'angle de la pièce, il y a quelque chose. Vous ne voyez pas bien, mais vous savez qu'elle est là. C'est la paralysie du sommeil. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'a rien de mystique. Voilà ce qui se passe réellement. Pendant le sommeil paradoxal, la phase où vous rêvez, votre cerveau paralyse votre corps. C'est un mécanisme de protection qui vous empêche de faire les gestes que vous faites dans vos rêves. Si vous battez dans votre rêve, ça vous empêche de frapper votre partenaire qui est tranquillement en train de dormir à côté de vous. Donc pour éviter la catastrophe, le cerveau coupe le signal entre les ordres du cerveau et les muscles. Par contre, le problème survient quand vous vous réveillez, mais que la paralysie est encore active. Votre conscience est là, mais votre corps est verrouillé. Et votre cerveau, encore à moitié dans le rêve, commence à fabriquer une silhouette dans un coin ou une présence qui s'assoit sur votre poitrine. Ces hallucinations sont tellement réalistes qu'elles ont traversé les siècles sans s'effacer. Ce qui est fascinant, c'est l'universalité du phénomène. Dans toutes les cultures du monde, à toutes les époques, on retrouve exactement les mêmes descriptions. Au Japon, on appelle ça le kanashibari, qui veut dire attaché par le métal. Dans le folklore médiéval européen, c'est la succube ou l'incube, un démon qui venait vous écraser pendant votre sommeil. Dans les Caraïbes, c'est le kokma, le spectre d'un nourrisson mort qui s'installe sur votre gorge. En Éthiopie, au Canada, en Chine, partout, on décrit le même cauchemar. La peinture de Henri Fuseli, Le Cauchemar, peinte en 1781, représente exactement ça. Une femme inconsciente sur son lit, un démon accroupi sur sa poitrine et un cheval fantomatique qui surgit du fond. Fuseli a peint la paralysie du sommeil sans en connaître le nom. Des siècles de mythologie, des centaines de légendes différentes pour le même phénomène neurologique. Environ 15% de la population en souffre régulièrement. Vous avez peut-être déjà vécu ça.
Et si ce n'est pas encore arrivé, il est encore temps. Numéro 5, la dépersonnalisation. Il y a des gens qui, à un moment de leur vie, ont regardé leurs propres mains et ne les ont pas reconnus. Pas parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, mais parce que le lien entre eux et leur propre corps s'était coupé. La dépersonnalisation, c'est l'expérience de se regarder vivre de l'extérieur, comme si vous étiez spectateur de votre propre vie. Vous voyez vos mains bouger, vous entendez votre voix, mais c'est comme si vous n'étiez plus vraiment là. Ceux qui l'ont vécu décrivent le monde comme plat, comme du carton, comme un décor de théâtre ou comme un jeu vidéo dont on est le personnage principal, mais pas le joueur. Certains décrivent leurs proches comme des marionnettes, leur maison comme des décors artificiels ou leur propre visage dans le miroir comme celui d'un inconnu. Ce qui est fou, c'est à quel point c'est commun. Jusqu'à 75% des gens vivent au moins un épisode dans leur vie sous forme légère. Quelques secondes d'étrangeté ou un décrochage très bref. Mais pour certains, ça dure des heures, des semaines, voire des mois. Lady Gaga en a parlé publiquement en 2018. Elle a expliqué qu'elle se mettait à fixer le vide et perdait conscience pendant quelques secondes, parfois plusieurs minutes, sans vraiment de raison apparente. En pleine conversation, elle ne savait plus si elle était là ou ailleurs. Les déclencheurs sont variés, le stress extrême, le manque de sommeil, l'anxiété aiguë. Certaines drogues peuvent le provoquer et parfois l'état reste bien après que la substance ait quitté le corps. Mais ça peut aussi arriver sans raison identifiable, à n'importe qui, n'importe quand. La neurologie a une explication partielle. Face à une surcharge émotionnelle, le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, prendrait le dessus et étoufferait les réponses émotionnelles. Une sorte de disjoncteur d'urgence. Le cerveau préférerait vous extraire de vous-même plutôt que de vous laisser vous noyer dedans. Ça serait une forme de protection, mais une protection qui déforme la perception du monde. Ce n'est pas de la folie, c'est une sortie de secours. Mais pour ceux qui y restent coincés, c'est visiblement extrêmement perturbant. Numéro 4, les membres fantômes. En 1866, le chirurgien américain Silas Ware Mitchell décrit quelque chose d'étrange chez ses patients amputés pendant la guerre de sécession. Ils sentent encore leurs membres manquants, des douleurs vives dans un bras enlevé depuis 6 mois, des crampes dans des orteils qui n'existent plus, ou encore des démangeaisons dans une main que le chirurgien tient dans un bocal à l'autre bout de la pièce. Mitchell n'ose pas publier ses observations officiellement. Il a peur d'être pris pour un fou. Alors il les glisse dans une nouvelle de fiction. Un conte pour ne pas être ridiculisé. On a longtemps pensé que c'était psychologique, une sorte de deuil du corps qui s'exprime physiquement, un refus inconscient d'accepter l'amputation. Mais ce n'est pas le cas. En fait, votre cerveau possède une carte interne de votre corps. Les scientifiques l'appellent l'homunculus cortical. C'est une représentation neuronale complète de chaque partie de vous. Chaque zone de peau, chaque articulation est répertoriée dans le cortex. Cette carte est si précise que des chercheurs ont pu cartographier quelle zone cérébrale correspond exactement à chaque doigt, à chaque lèvre, à chaque orteil. Quand un membre est amputé, la carte, elle, reste intacte. Le cerveau continue d'envoyer des signaux à un bras qui n'est plus là. Et comme il ne reçoit aucune réponse, il en invente une. Il crée la sensation, il crée la douleur. Mais voilà ce qui change tout. Cette carte neuronale de votre corps, vous l'avez aussi. En ce moment, votre cerveau ne perçoit pas directement votre corps. Il perçoit sa propre représentation de votre corps. Un modèle interne mis à jour en permanence. Ce que vous ressentez comme votre main n'est pas vraiment votre main. C'est l'image que votre cerveau a construite de votre main. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, amputé ou non. Vous n'habitez pas vraiment votre corps, votre cerveau habite une image de votre corps. Et ce n'est pas du tout la même chose. Le neurologue Vilayano Ramachandran a trouvé un traitement d'une simplicité incroyable pour les douleurs fantômes. Un miroir. Il le place verticalement dans l'axe du corps du patient. D'un côté le bras valide, et de l'autre celui avec le membre amputé. Quand le patient regarde dans le miroir, il voit le reflet de son bras valide, positionné exactement là où devrait être le membre disparu. Il bouge le bras, et dans le miroir, les deux bras bougent. Le cerveau est alors convaincu par ce qu'il voit, et la douleur peut s'arrêter presque immédiatement. Une illusion visuelle suffit à convaincre le cerveau que le membre existe. Parce que le cerveau, finalement, préfère ses propres images à la réalité. Et ça devrait nous inquiéter bien plus qu'on ne le pense. Numéro 3, le syndrome de Capgras. En 1920 à Paris, le psychiatre Joseph Capgras reçoit une patiente. Madame M est une femme de 53 ans, lucide, posée et fonctionnelle dans sa vie quotidienne. Elle a juste un problème. Son mari a été remplacé par un sosie parfait. Elle ne dit pas qu'il a changé de comportement ou qu'il agit différemment. Elle le reconnaît parfaitement, même visage, même voix, même façon de tenir sa fourchette à table, mais ce n'est pas lui. Elle en est absolument certaine. Et rien ne peut la convaincre du contraire. Capgras pense à ce moment-là que c'est une forme de paranoïa. Mais un siècle plus tard, les neurosciences donnent une réponse bien plus troublante. Dans le cerveau, reconnaître votre visage emprunte 2 chemins distincts. Le premier chemin traite l'information visuelle, il identifie, il classe, il dit « je reconnais cette personne ». Le deuxième chemin génère une réponse émotionnelle. Il dit « cette personne m'est proche, je la connais, je l'aime ». Normalement, les deux fonctionnent ensemble. Vous voyez votre femme,
Vous la reconnaissez et vous ressentez la chaleur familière de cette reconnaissance. Dans le syndrome de Capgras, le deuxième chemin est sectionné. La reconnaissance visuelle fonctionne parfaitement, mais aucune chaleur ne suit, aucun signal de familiarité. Alors le cerveau cherche une explication à cette absence. Et l'explication la plus cohérente qu'il trouve, c'est que la personne en face est un imposteur. Quelqu'un qui ressemble très pour trait à la personne aimée, avec le même visage, la même voix, la même attitude, mais qui n'est pas elle. Ce qui est fascinant, c'est ce détail documenté dans plusieurs cas. Ces patients acceptent souvent d'entendre la voix de leur proche au téléphone, parce que la voix déclenche encore quelque chose par le circuit auditif. Mais en face à face, plus rien. Le même homme au téléphone est leur mari, le même homme dans le salon est un imposteur. Deux réalités simultanées selon le canal sensoriel. Ce phénomène peut toucher n'importe quel proche. Le mari, la femme, les enfants, les parents, parfois même les animaux de compagnie. Et dans des cas beaucoup plus rares, leur propre reflet dans le miroir. L'imposteur, c'est eux-mêmes. L'amour, la familiarité, la reconnaissance, ce ne sont pas des sentiments palpables. Ce sont des signaux électriques. Et quand ils s'éteignent, le visage de la personne que vous aimez le plus au monde peut devenir celui d'un parfait inconnu. Numéro 2, le syndrome de la main étrangère. Karen Byrne souffrait d'une épilepsie sévère depuis des années. Ces crises étaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. En 1986, des neurochirurgiens décident de l'opérer pour la soigner. Ils ont sectionné le corps calleux, le pont de fibres nerveuses qui relie les deux hémisphères du cerveau. Et l'opération a réussi. Les crises ont cessé. Mais quelque chose d'autre a commencé. Sa main gauche s'est mise à bouger toute seule, pas de façon complètement chaotique, pas dans tous les sens, non, de façon intentionnelle. Sa main gauche déboutonnait sa veste sans qu'elle l'ait décidé. Elle se remoutonnait alors avec sa main droite, et sa main gauche la déboutonnait à nouveau. Comme si une autre volonté habitait cette main, une volonté qui n'était pas la sienne. Elle ne pouvait pas l'arrêter, elle devait physiquement la saisir avec son autre main pour l'immobiliser. Un jour, sa main gauche l'a carrément giflé. Karen Byrne a raconté tout ça face caméra dans un documentaire de la BBC. C'est absolument pas une légende. Voilà ce qui se passe neurologiquement. Quand le pont entre les deux hémisphères est sectionné, les deux moitiés du cerveau deviennent deux entités distinctes, deux centres de traitement différents, deux volontés qui ne communiquent plus entre elles. L'une veut ouvrir un tiroir, l'autre veut le garder fermé. Et la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. C'est un syndrome très documenté, des tas d'exemples existent. Et ça ne touche pas uniquement les patients opérés. Des AVC, des tumeurs, des lésions cérébrales peuvent déclencher le syndrome, sans aucune chirurgie. Il existe des tas de cas rapportés de patients dont la main étrangère s'en prenait à leur gorge pendant leur sommeil. Ils devaient dormir avec le bras attaché. Un chercheur a décrit un patient qui voulait ouvrir une porte avec sa main droite, mais sa main gauche la refermait à chaque fois. Quand il ouvrait l'étui de ses lunettes, sa main gauche le gênait, et quand il croisait les mains derrière son dos, sa main gauche cherchait à se détacher. On parle de volonté, de libre arbitre, de maîtrise de soi, mais si votre propre main peut décider seule de vous frapper ou de vous étrangler, qu'est-ce qui reste de l'idée que vous vous faites du contrôle ? Numéro 1, le syndrome de Cotard. En 1980 à Paris, le neurologue Jules Cotard reçoit une patiente qu'il appellera dans ses notes Mademoiselle X. Elle est calme, parfaitement cohérente dans son discours, elle a juste une conviction inébranlable. Elle est morte. Elle affirme qu'elle n'a plus de cerveau, plus d'estomac, plus d'entrailles, et qu'il ne lui reste que la peau sur les os. Ce sont ses propres mots, consignés par Cotard. Elle refuse de manger, parce qu'un corps sans organes n'a pas besoin de nourriture. Et elle demande à être brûlée vive parce qu'elle est convaincue d'être damnée pour l'éternité et qu'une damnée ne peut mourir d'une mort naturelle. Mademoiselle X finira par mourir de faim. En Écosse, dans les années 90, un homme se réveille après un accident de voiture. Il est convaincu d'être mort. Il demande à être amené à la morgue. Il dit à sa famille qu'il est un fantôme et il explique qu'il se trouve en enfer parce que l'enfer ressemble exactement à l'endroit où il est. Les médecins lui montrent des scanners de son cerveau en fonctionnement. Il lui prouve image par image qu'il est vivant. Il les regarde, il comprend ce qu'il lui montre, et il répond avec un calme absolu « Je comprends ce que vous me dites, mais je sais que je suis mort. » Vous ne pouvez pas argumenter contre le syndrome de Cotard parce que le cerveau qui croit être mort est le même cerveau qui évalue vos arguments. En 2013, une équipe de médecins publie le cas d'un jeune homme de 24 ans qui, après une mauvaise combinaison de médicaments, était convaincu d'être un zombie. Il reconnaissait ses proches, il savait où il était, il comprenait les questions qu'on lui posait, mais il voulait rejoindre un cimetière parce que pour lui, c'est là qu'était sa place. La neurologie commence à comprendre ce qui se passe. Une déconnexion massive entre les zones visuelles et les zones émotionnelles, comme pour le syndrome de Capgras. Mais là, généralisé à tout, au monde entier et à soi-même. Le cerveau regarde son propre corps, il regarde son propre reflet dans le miroir, et il ne ressent rien. Aucune résonance, aucune chaleur, aucun signal de présence. Et l'explication la plus cohérente pour lui, c'est qu'il est mort. Le paradoxe ultime du syndrome de Cotard, c'est qu'il faut être vivant pour croire qu'on est mort. Il faut avoir un cerveau
pour croire qu'on n'en a pas. Et le vertige le plus profond que votre cerveau puisse vous imposer, c'est non pas la question « qui suis-je ?», mais la certitude absolue, gravée dans chaque synapse, que vous n'existez plus. 7 phénomènes, un seul organe responsable. Ce soir, quand la nuit tombera, votre cerveau transformera peut-être une veste posée sur une chaise en silhouette humaine. Il vous fera peut-être sursauter dans l'obscurité à cause du nombre aperçu du coin de l'œil. Ce n'est pas un cerveau qui dysfonctionne, c'est un cerveau qui fonctionne exactement comme prévu. La seule différence entre ces petits glitches du quotidien et les 7 phénomènes qu'on vient de voir, c'est une question de degré. Alors ce soir, quand votre cerveau vous donnera pendant une fraction de seconde l'impression qu'une présence vous observe, rappelez-vous simplement d'une chose. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous voyez la version que votre cerveau a décidé de vous montrer.